Bonjour et bienvenue à cette séance questions-réponses en direct. Mon nom est Martine Huard-Guillemette et je suis conseillère en communication aux études supérieures et postdoctorales. Je serai également votre animatrice pour cette séance. Je suis accompagnée de Clément Arsenault, directeur et vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales, qui répondra à vos questions concernant le cheminement étudiant et l'admission, et de Gloria Antancia, coordonnatrice du Bureau des bourses, qui répondra à vos questions concernant le financement au cycle supérieur. Commençons dès maintenant, car nous avons reçu beaucoup de questions. Donc, la première question est pour Gloria. Une étudiante nous écrit qu'elle souhaite s'inscrire à un diplôme au cycle supérieur à l'Université de Montréal et aimerait avoir plus d'informations sur les sources de financement disponibles pour les étudiants internationaux. D'abord, pour les étudiants internationaux, c'est important de le savoir. L'Université de Montréal il a développé un programme destiné à eux. Et ce programme de bourse il s'appelle la bourse d'extension UDM et s'applique aux frais de scolarité supplémentaires que les étudiants internationaux payent par rapport à un étudiant québécois ou un étudiant canadien. Donc, ça veut dire que, par exemple, un étudiant qui va réaliser, qui est admissible et admis à un programme deuxième cycle, et il y a une partie ça s'applique sur une partie de leurs frais supplémentaires qu'ils payent, ou pour les étudiants de troisième cycle, c'est sur la totalité. Ça veut dire que pour un étudiant de troisième cycle international, et paye les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Donc voilà, ça c'est particulièrement pour les étudiants internationaux. De plus, il y a d'autres sources de financement auxquelles il peut accéder comme un étudiant québécois ou canadien, c'est-à-dire les bourses qui sont offertes par les organismes fédéraux ou provinciaux, Québec ou Canada, par des fondations et par des entreprises, etc. Et par les ESP. Donc, pour connaître ces bourses, on peut aller consulter le site internet bourse.umontréal.ca où il y a toute la liste des bourses qui sont offertes par l'université et ils peuvent choisir selon leurs propres critères. Donc ça, c'est un point. Il y a aussi les départements ou les unités d'enseignement. Ils proposent eux aussi des bourses qui sont spécifiques pour les gens qui suivent des études dans leur département. C'est très important d'aller les consulter et poser des questions parce que c'est eux qui connaissent vraiment les conditions et les dates, les délais pour cette bourse. Et sinon, il y a des emplois aussi qui sont proposés au niveau de l'unité, comme dans l'enseignement ou dans la recherche, qui sont proposés par l'unité ou par les professeurs. Et le dernier point qui est intéressant aussi, c'est l'université propose des emplois destinés aux étudiants de l'université sur les campus. Donc ça, ils peuvent les consulter également. Et je vais lire les sites, parce que je me rappelle rarement, sur les centres étudiants de soutien à la réussite, CESAR. Donc, c'est cesar.umontréal.ca. Donc, là, ils vont trouver une série d'emplois qui leur est destinée. Et voilà. OK. Et quand les étudiants internationaux doivent-ils commencer les démarches pour l'obtention d'une bourse d'exemption? Donc, c'est très facile. Simplement, il faut faire leur demande au programme auquel ils sont intéressés. Une fois leur demande est acceptée, et directement, les frais et la bourse elle est appliquée sur leurs frais de scolarité. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de faire une demande. Ça se fait automatiquement suite à l'approbation de leur admission. Okay. Maintenant, quelques questions pour Clément. Nous avons reçu plusieurs questions concernant l'admission au cycle supérieur. Tout d'abord, quelle est la période d'admission? Comment faire pour postuler? Et quelles sont les conditions d'admission? Alors, pour la période d'admission pour l'année académique qui vient, donc l'année académique 2022-2023 qui débutera à l'automne 2022, donc au 1er septembre, la période de demande d'admission ouvre aujourd'hui même, donc le 1er décembre, et se termine au 1er février. Donc, il y a vraiment 2 mois complets pour déposer une demande d'admission.
Et la procédure, en fait, c'est tout simple, c'est de se rendre sur le site admission.montréal.ca. Et de là, il est possible de trouver le lien pour remplir une demande d'admission en ligne. Par contre, l'étudiant qui est intéressé à un programme particulier doit s'assurer qu'il répond aux conditions d'admission du programme visé. Et pour cela, il est vraiment important d'aller tout d'abord consulter la fiche programme du programme en question, donc sur laquelle sera énumérées les conditions d'admission. Donc, bien sûr qu'il faut s'assurer de remplir les conditions d'admission, puisque vous ne pouvez déposer qu'une seule demande d'admission par trimestre. Il est possible, par contre, sur la demande d'admission, de choisir 2 programmes. Mais voilà, donc c'est important de vérifier tout d'abord si on est éligible au programme selon notre profil. Alors, oui, la demande d'admission, donc, elle est en ligne et puis c'est vraiment le début là, du processus. Une fois que vous avez donc soumis votre demande, il y a des frais quand même de près de 110 $ pour déposer la demande et ensuite le tout s'enclenche. OK. Et quel est le délai de traitement pour une demande d'admission? Alors, il faut savoir qu'à l'Université de Montréal, l'analyse des demandes d'admission, elle est décentralisée dans les départements, dans les unités d'enseignement, puisqu'il y a quand même au-delà de 350 programmes uniquement au cycle supérieur, donc soit 2e cycle maîtrise, 3e cycle doctorat. Et donc, les demandes sont vraiment analysées quand elles sont remplies. Elles sont envoyées dans les unités dans lesquelles il y a un comité d'études supérieures qui analyse les demandes. Donc, le comité d'études supérieures dans chaque unité est composé minimalement de 3 professeurs. Donc, ce comité doit se rencontrer. Il se rencontre en général, il commence à se rencontrer à partir du 15 février, donc quelques semaines après la date limite de dépôt de demande d'admission. Et ils peuvent se réunir selon les comités, le fonctionnement de chaque comité. Quelquefois, c'est 1 fois par semaine. D'autres comités se rencontrent moins fréquemment ou disons qu'il y a diverses façons de procéder selon les unités, selon les programmes. Une fois que le comité a statué sur la demande, donc si l'étudiant est soit éligible ou non selon le comité va émettre une recommandation d'admission qui va être retournée centralement aux études supérieures et postdoctorales. Et nous, on fait une ultime vérification de conformité du dossier. Et c'est du Bureau des études supérieures et postdoctorales que l'offre d'admission elle est émise. Donc, je dirais qu'en règle générale, il y a une variabilité selon les programmes, selon les départements dans lesquels vous postulez. Mais je dirais que la majorité des offres d'admission sont émises entre le 1er mars et le 15 avril. Donc, c'est à peu près la grosse période là, pour les offres d'admission. OK. Et quels sont les documents à fournir? Alors, pour les documents à fournir, comme je le mentionnais plus tôt, c'est vraiment important de se rendre, avant même de faire la demande d'admission, de se rendre sur la fiche programme, parce que chaque programme aura certains documents spécifiques à fournir, une liste de documents spécifiques. Et donc, cela dépendra finalement des choisis. Ceci dit, en général, le relevé de notes des études antérieures est presque toujours demandé, mais il arrive quelquefois que d'autres documents sont demandés, par exemple un CV ou une lettre d'intention, une lettre de motivation, ou si ce sont des programmes dans lesquels il y a un volet recherche très important, on peut demander une ébauche de projet. Cette ébauche permet de vérifier si au département, il y a un professeur qui est habilité à diriger le projet. Donc, il y a divers documents selon le programme qui aura été sélectionné. Alors, quand vous déposez votre demande d'admission,
vous allez recevoir un avis comme quoi la demande d'admission elle a été reçue et vous aurez une activation dans ce qu'on appelle le centre étudiant d'une liste de documents qui seront supplémentaires, qui seront à fournir. Tous ces documents peuvent être téléversés électroniquement et vous avez en général un délai de 10 jours pour fournir ces documents. Et il peut y avoir également, outre les documents que vous avez à fournir, si le programme demande des lettres de recommandation, vous avez également la possibilité d'utiliser un formulaire pour activer une demande de lettre de recommandation aux personnes auxquelles vous voulez demander la recommandation. OK. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour être admissible à un programme de troisième cycle, donc un programme de doctorat à l'Université de Montréal? Alors, pour les programmes de doctorat, bien sûr, il y a, selon le règlement pédagogique général de l'université, la personne doit détenir un diplôme de deuxième cycle, donc de maîtrise, pour être admis au doctorat. Et il y a une moyenne minimale également. Donc, si on prend les moyennes du système nord-américain qui est sur 4,3, règle générale, on demande minimalement une moyenne de 3,3 pour être admis au doctorat. Et dans certains programmes, on demande également d'avoir déjà identifié le directeur de recherche. Donc, c'est une condition pour un programme de doctorat d'avoir un directeur de recherche. Occasionnellement, on admet les étudiants sans directeur et on leur laisse le premier trimestre pour se trouver un directeur de recherche. Mais dans la majorité des programmes, je dirais que la condition est d'avoir déjà une lettre d'acceptation d'un directeur de recherche. Donc, voilà les conditions pour être admis au doctorat. Et puis encore, comme je le disais précédemment, c'est important d'aller lire les fiches programmes du programme qui, en fait, la fiche vous intéresse, puisque chaque programme, outre les conditions d'admission générale de l'université, peut avoir un règlement propre au programme dans lesquels il y aura certaines conditions plus spécifiques. OK, merci beaucoup. Maintenant, une question pour Gloria. Cécile nous écrit « Je suis étudiante française. Quelles sources de financement sont disponibles pour financer les frais de scolarité? » D'accord. Et donc, c'est très important à savoir pour les étudiants français et aussi belges francophones. Il y a une entente qui permet que tous les étudiants qui sont inscrits à un programme de cycle supérieur, donc maîtrise, doctorat, et puissent bénéficier de mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Donc, pour ces mêmes raisons, les étudiants français et belges et francophones ne sont pas couverts pour la bourse d'extension. Mais à la fin, ça revient le même parce qu'ils payent les mêmes frais qu'un étudiant québécois. Parfait. Je reviens à Clément. Nolson aimerait savoir quel programme il peut choisir selon sa formation à l'extérieur du Canada. Je vois qu'il est étudiant en sciences de la santé. Alors, pour connaître les programmes auxquels vous êtes admissible, donc comme je mentionnais, au cycle supérieur uniquement, il y a au-delà de 350 programmes. Donc, c'est quand même, l'Université de Montréal est une très grosse université. Donc, il y a beaucoup de programmes. Et il y a bien sûr le site Admission, qui est le site de départ pour pouvoir identifier les programmes auxquels on est soit admissible, tout d'abord intéressé, et ensuite il faut vérifier si on est admissible à ces programmes-là également. Donc, dans cette page Admission, il y a tous les programmes qui sont énumérés, qui comprennent une fiche programme dans lesquelles les conditions particulières sont énumérées, la structure du programme est présentée. Et pour pouvoir s'y retrouver dans l'ensemble de ces 350 et plus programmes, il y a un cadre d'organisation qui a été préparé par discipline, donc par thématique disciplinaire. Et si, par exemple, vous êtes intéressé, vous avez une formation initiale en sciences de la santé, c'est le domaine qui vous intéresse,
vous pouvez simplement aller dans la section qui est identifiée Sciences de la santé. Et là, vous aurez l'ensemble des programmes qui se rapportent à ce domaine qui seront énumérés. Parfait. Concernant le financement étudiant, Antoine nous écrit qu'il commence un programme d'études supérieures et aimerait savoir s'il est admissible à un programme de bourse. Oui, effectivement. Et il y a un programme de bourse. Et vraiment, j'invite les gens à regarder. Ça s'appelle les bourses d'excellence ESP. Donc, si un étudiant est inscrit à un programme maîtrise au doctorat à temps complet et répond aux critères, mais il peut bénéficier de cette bourse. Et si, par contre, l'étudiant il est inscrit à un programme court ou à un programme professionnel à temps partiel, et malheureusement, il ne peut pas bénéficier de ce programme, mais l'université propose beaucoup de choix de financement. Donc, je l'invite. Dans ce cas, on peut consulter les bureaux d'aide financière qui proposent différents types d'aides financières aux étudiants. Donc, l'adresse est baf.umontréal.ca où ils peuvent se renseigner pour les bourses d'excellence, c'est important, et pour toutes les bourses. C'est consulter la page bourse.umontréal.ca. Vraiment, là, on trouvera toutes les bourses. Voilà. Merci. Pour Clément, Nora Alexa étudie en sciences de l'administration et gestion et elle aimerait savoir s'il est possible d'être accepté dans une maîtrise si on n'a pas une expérience de travail jugée pertinente d'au moins 1 année ou 2. Alors, la réponse, bien sûr, c'est oui. En fait, au cycle supérieur, il y a très peu de programmes. En fait, même à ma connaissance, je ne suis même pas sûr qu'il y en a un là, qui exige d'avoir une expérience de travail. Ceci dit, donc pour être admissible, ceci dit, l'expérience de travail peut être un atout dans votre dossier d'admission, c'est-à-dire que dans certains programmes qui sont contingentés, les dossiers sont classés par ordre de priorité et souvent, si on constate que, par exemple, si on a demandé comme pièce additionnelle le CV, alors ce CV peut être analysé, on pourra regarder s'il y a de l'expérience de travail et très souvent, ce sera des points supplémentaires finalement dans l'analyse du dossier. Donc, l'expérience n'est généralement pas exigée, mais dans certains programmes, surtout les programmes de deuxième cycle qui sont des programmes plus de type qu'on appelle professionnel, donc qui ne contiennent pas de projets de recherche menant à la rédaction de mémoires de maîtrise. Donc, ce sont plus des programmes avec plus de cours ou des stages ou ce genre de choses. Donc, les programmes qui mènent plus vers une profession. Alors, c'est dans ces programmes-là, effectivement, l'analyse du CV qui révèle certains bagages d'expérience professionnelle peut être un atout là, au niveau du classement. Donc, voilà, comme je vous disais, donc ce n'est pas une obligation, mais ce sera un atout. Et ça peut être aussi donc un atout si, par exemple, vous ne remplissez pas toutes les conditions d'admission. Par exemple, si on demande une moyenne de 3,0 sur 4,3 et votre moyenne est à 2,9 ou 2,85, mais que vous avez 5 ou 10 ans d'expérience de travail, donc on peut à ce moment-là considérer l'expérience de travail comme quelque chose qui compense finalement la note, la moyenne qui est un peu en deçà du seuil demandé. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, on peut à l'occasion faire des offres d'admission révocables, c'est-à-dire ou conditionnelles, qui donc tiennent compte finalement de l'expérience de travail. Toujours pour Clément. Clémence demande si elle est présentement en train de faire des cours de premier et de deuxième cycle, quelle cote sera considérée lors de l'admission? À noter que Clémence étudie présentement en maîtrise en psychoéducation. Alors, pour l'admission au deuxième cycle, on demande donc d'avoir complété un diplôme de premier cycle et pour l'admission au troisième cycle,
la condition générale, c'est d'avoir complété un diplôme de deuxième cycle, mais on sait très bien que lorsque vous faites votre demande d'admission en janvier ou en décembre ou en janvier, vous n'avez pas complété votre programme. Beaucoup d'étudiants n'ont pas complété leur programme. Ils sont encore en train de compléter le programme qui sera la base d'admission pour le programme auquel ils font application. À ce moment-là, nous, on regarde l'ensemble des relevés de notes disponibles au moment de l'admission et on va considérer la moyenne obtenue jusqu'à ce moment-là. Et on va, à ce moment-là, prendre la décision à partir de ce qu'on a en main et émettre un avis d'admission qui est conditionnel, c'est-à-dire qu'on demandera à l'étudiant de compléter son dossier. En général, on donne jusqu'au 30 septembre comme date limite. Une fois que l'étudiant aura reçu le relevé de notes de son dernier trimestre d'études, qu'il aura peut-être reçu son diplôme. Donc, on donne un certain délai pour compléter le dossier sur la base d'une admission conditionnelle. Donc, OK. voilà la procédure. Merci beaucoup. Pour Gloria, Ahmed nous écrit « Je suis un étudiant international. Quelles sont mes chances d'obtenir une bourse? » Et grosso modo, vous avez toutes les chances, c'est-à-dire qu'il y a les organismes québécois ou canadiens, ils proposent des bourses qui sont destinées aux étudiants internationaux. Et de plus, il y a les bourses qui proposent les départements ou les unités d'attache d'enseignement qui peuvent être ouvertes aux étudiants internationaux. Et en plus, l'université, l'ESP et des fondations, ils proposent des bourses aussi ouvertes aux étudiants internationaux. Donc voilà, simplement, c'est consulter encore une fois la page bourse ou montréal.ca et là, vous trouverez les bourses qui vous sont proposées. Je reviens à Clément. J'ai une nouvelle question ici. Si l'exigence d'admission requiert d'avoir au moins un GPA de 3.0, mais nous sommes inférieurs à ce GPA, existe-t-il un autre chemin qu'on peut emprunter, tout comme c'est le cas en accès FEP au premier cycle? En fait, la base d'admission restera toujours votre moyenne générale que vous avez eue dans votre programme de premier cycle, par exemple. Mais, comme j'expliquais, dans certains programmes qui ne sont pas contingentés, par exemple, on peut considérer des dossiers qui ne rencontrent pas cette exigence-là s'il y a des éléments additionnels qui nous permettent de croire, en fait, que l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure de compléter le programme. Donc, ça peut être, par exemple, de l'expérience de travail. Ça peut être également un diplôme ou une attestation d'études, par exemple, d'un micro-programme qui aura été réussi avec de bonnes notes, donc qui démontre finalement que l'étudiant ou l'étudiante est apte à compléter le programme puisqu'elle aura réussi un certain nombre de cours de cycle supérieur dans un autre programme, ce qu'on appelle les programmes courts. Là, ça peut être par exemple un certificat d'une année ou un diplôme d'études supérieures. Donc, ce seront des éléments qui pourront être considérés par le comité d'études supérieures qui fera l'analyse. C'est sûr que dans les programmes contingentés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en général, si vous n'avez pas la moyenne exigée, les chances sont plutôt minces. Mais dans les programmes qui ne sont pas contingentés, c'est possible. Et je vous dirais que la meilleure chose, comme l'analyse, elle est faite dans les unités par les comités d'études supérieures, vous pourriez vous renseigner au département directement pour voir s'il est usuel dans le programme en question de considérer des dossiers dont la moyenne n'est pas tout à fait au niveau demandé. Parfait. Si un étudiant ou une étudiante a complété plusieurs baccalauréats, comment sont-ils comptabilisés lors de la demande d'admission au deuxième cycle? Alors, plusieurs baccalauréats. En général, donc, on va considérer le baccalauréat
qui est dans la discipline dans laquelle l'étudiant fait sa demande. Par exemple, si l'étudiant a un baccalauréat en littérature et un baccalauréat en histoire, s'il postule à la maîtrise en histoire, on va considérer le baccalauréat en histoire comme étant la base d'admission pour son programme de maîtrise. Et voilà, donc c'est surtout fait de façon disciplinaire selon conditions d'admission qui auront été énoncées pour chaque programme. OK. Toujours pour Clément. Concernant les maîtrises avec option de stage, à quelle période de l'année scolaire est-il possible de réaliser le stage? Alors, les stages, généralement, sont placés à la fin des programmes, donc lors du dernier trimestre, très souvent, mais pas forcément dans certains programmes où il y a beaucoup de stages. Je pense, par exemple, en sciences de l'éducation, il y aura des stages qui seront parsemés ici et là à travers le parcours de l'étudiant. Et donc, il y a vraiment je pense, la meilleure façon de le savoir, c'est de se rendre encore sur les fiches programmes et de consulter la structure du programme. Et puis, souvent, dans cette structure, on présente un cheminement type pour la cohorte. Et puis, à ce moment-là, on peut voir à quel moment les stages sont réalisés. Quelquefois, ça peut être durant l'été où il n'y a pas de cours, par exemple. Au cours de... Donc, il y a le trimestre d'automne, trimestre d'hiver, et puis déjà au troisième trimestre à l'été, il peut y avoir des stages. Okay. Merci beaucoup. Toujours pour Clément. Mis à part la différence sur le nombre de crédits acquis par programme, quelle est la différence entre un DESS et une maîtrise? Alors, la maîtrise, en fait, c'est ce qu'on appelle un programme de grade. Donc, il y a vraiment un grade qui est attribué, le grade de deuxième cycle de maîtrise, tandis que les programmes de DESS ou les micro-programmes de deuxième cycle, ce sont des programmes qui ne mènent pas à un grade, mais plutôt qui mènent à soit un diplôme ou une attestation. Donc, les micro-programmes qui mènent à une attestation sont en général entre 9 et 15 crédits. Et donc, tandis qu'une maîtrise, c'est minimalement 45 crédits. Les DESS, donc diplômes d'études supérieures spécialisées, comptent toujours 30 crédits. Et donc, la différence principale, c'est vraiment le nombre de crédits et l'attestation qu'on reçoit à la fin. Donc, évidemment, quand ce n'est pas un programme de maîtrise formel, ce n'est pas une attestation là, de grade de maîtrise. Ceci dit, il est possible, dans certains cas, lorsque la structure des programmes le permet, de procéder par étapes, donc ce qu'on appelle chez nous les programmes gigognes. Donc, si par exemple vous êtes intéressé à faire une maîtrise, mais que vous n'êtes pas tout à fait certain si cela va vous intéresser complètement, vous pouvez commencer par exemple par le certificat d'un trimestre et ensuite verser les crédits obtenus dans le programme de maîtrise, d'y aller de façon progressive pour compléter la maîtrise. Mais il faut s'assurer que les structures de programme sont construites de façon, comme on appelle de façon gigogne, où là, il est possible vraiment d'aller verser les crédits effectués dans la suite du continuum là, de ces trois niveaux pour se rendre en bout de ligne jusqu'à la maîtrise. Donc, c'est vraiment les grandes différences là, entre ce qu'on appelle les programmes courts, donc micro-programme ou DESS, et le programme officiel de maîtrise qui mène à un grade. Merci beaucoup, Clément, pour ces explications. Maintenant, pour Gloria. Est-ce que les programmes DESS en traduction et maîtrise en traduction sont exemptés des droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants internationaux? Donc, comme je disais,
Et la bourse d'extension, j'imagine qu'elle fait référence, la personne fait référence à la bourse d'extension. C'est vraiment pour les diplômes de 12e, 3e cycle. Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt les degrés, si c'est 12e ou 3e cycle, on applique les droits d'extension. Donc, oui, effectivement, s'il répond aux critères, c'est important d'aller voir les critères pour être admissible à cette bourse. Et si on répond aux critères, oui, effectivement, elle peut bénéficier. Les critères, pour connaître tous les détails des critères spécifiques liés à cette bourse, et la personne, elle peut consulter la page USP umontréal.ca et aller à la partie financement. Et il y a toute une partie qui explique les conditions nécessaires pour être admissible à la bourse d'extension et va amener aussi, il y a des liens à d'autres pages de l'université qui expliquent un peu plus en détail. Voilà. Merci beaucoup. Pour Clément, y a-t-il une liste de professeurs qui acceptent des futurs étudiants au 3e cycle? Je crois que la personne écrit qu'elle est à l'extérieur du pays et il est très difficile pour elle d'entrer en contact avec ces personnes. Oui, effectivement, c'est une étape qui est un peu difficile à franchir quand on est intéressé à s'inscrire à un programme de 3e cycle, puisque évidemment, l'étudiant doit être supervisé par un professeur durant plusieurs années, donc minimalement 5 ans en général. Donc, c'est très important d'avoir, de pouvoir choisir un directeur de recherche qui répond au projet de recherche que l'on souhaite mener. Et nous sommes en train de travailler à développer une vitrine de maillage entre des superviseurs potentiels et des étudiants. Toutefois, cette vitrine n'est pas encore tout à fait en place, mais on y travaille très ardemment, donc parce qu'on pense que c'est vraiment un élément important. Alors, en ce moment, la façon de procéder, c'est vraiment de vous rendre sur les sites web de chaque département, de chaque unité académique, et de regarder les profils des professeurs qui sont dans ces départements-là pour voir si les profils sont des profils qui correspondent à vos intérêts de recherche. Vous pouvez les contacter, demander s'ils sont en ce moment capables d'accepter de nouveaux étudiants. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des professeurs, par exemple, qui ont déjà beaucoup d'étudiants, donc ils ne peuvent pas nécessairement prendre plus. Et puis, de cette façon-là, on peut entamer un échange avec des superviseurs potentiels qui, on l'espère, mènera vers une acceptation. Quelquefois, ça peut être intimidant d'écrire directement à un professeur. À ce moment-là, vous pouvez passer par le responsable de programme. Donc, vous pouvez envoyer, par exemple, une courte ébauche de votre projet de recherche, de vos intérêts de recherche. Et puis, le responsable de programme pourra aller consulter l'ensemble des professeurs ou rediriger votre demande au professeur qui est spécialisé dans ce domaine-là pour lui demander si il ou elle serait intéressé à superviser l'étudiant. Donc, oui, en ce moment, c'est vraiment quand même un peu fastidieux comme procédure. Il faut vraiment y aller avec des contacts par courriel. Mais on espère que l'année prochaine, on aura vraiment une outil plus convivial de maillage. Toujours pour Clément. On a une question de Julie qui nous demande existe-t-il une passerelle entre les maîtrises d'une même faculté, celle de l'éducation dans ce cas-ci? Elle nous explique que lorsqu'elle fait sa demande d'admission pour le choix de sa maîtrise, elle peut faire le choix de plusieurs maîtrises, mais si elle n'est pas acceptée dans son premier choix, est-ce qu'il est possible pour elle d'aller dans son deuxième choix puis revenir à son premier choix par la suite? Ça, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, si elle n'est pas acceptée dans le premier choix et si
Je ne sais pas, ça dépendra du comité d'admission à la faculté qui pourra décider si effectivement au terme d'un trimestre ou au terme d'une année, si les notes sont vraiment très, très bonnes, s'il y a possibilité de transférer dans l'autre programme. Peut-être que le premier programme, il est contingenté, donc il y aura divers éléments à considérer par le comité. Mais je ne peux pas vraiment donner une réponse systématique puisque ça doit être vraiment analysé au cas par cas par les comités d'études supérieures des facultés ou des départements. OK. Prochaine question. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un directeur de mémoire avant l'admission ou on peut faire lors du premier trimestre sur place? Alors, ce n'est pas une obligation en général pour les programmes de maîtrise, donc pour d'avoir donc le directeur déjà trouvé. En général, au terme du premier trimestre, on demande d'avoir identifié le directeur de recherche. Mais à l'admission, il y a probablement certains programmes qui demandent de l'avoir identifié, d'avoir une lettre d'acceptation d'un professeur, mais je dirais que probablement dans la majorité des programmes, ce n'est pas une obligation là, pour la maîtrise d'avoir identifié son directeur de recherche. Toutefois, pour le doctorat, je dirais que c'est l'inverse. On demande en général d'avoir identifié là, le directeur de recherche. Ça peut être une façon également de s'assurer d'un certain financement. Si le professeur détient des fonds de recherche, ça pourrait être une source de soutien financier pour l'étudiant. Comme c'est un parcours au doctorat qui est beaucoup plus long qu'un parcours à la maîtrise, donc en général, on demande d'avoir trouvé le directeur de recherche au préalable. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour Gloria. Elsa demande, existe-t-il une formation ou des séances d'information permettant d'apprendre à rédiger une demande de bourse? Oui. Et effectivement, les USP, ils proposent un atelier où on travaille toutes les étapes pour rédiger et faire une demande de bourse. Et cet atelier il est gratuit, donc pour avoir de l'information, il faut vraiment aller à la page USP Bourse et là, on verra les dates à laquelle l'atelier est proposé. Sinon, aussi, on a créé un document, un guide qui s'appelle Préparation des bourses ou Conseil préparation des bourses, où on donne vraiment des conseils comment rédiger une bourse. Et à la fin, si on est intéressé pour une bourse d'un organisme, mais eux, ils proposent aussi des séances d'information où c'est vraiment ciblé à la bourse qu'eux. Parfait, merci beaucoup. On a reçu quelques questions en anglais. Donc, pour Clément, de la part de Anna, does the University of Montreal offer French language support programs for future students? Yes, we do have we do have support. We have a center called Centre de communication écrite, donc le CCE, CCE is the center for where you will find all these programs that will help you either before you get admitted or after you get admitted if you want to improve your French during the course of your study or at the beginning of the course of your study. So there are different programs to help you either for writing and reading, or these are more formal courses, but we also have mentoring programs to help improve fluency in oral fluency, either speaking or listening. So if you want to know which program could be beneficial for you, I would suggest to consult the website of the CCE. So the address currently is cce.umontreal.ca, although
I just learned recently that the CCE, Centre de Communication Écrite, is about to change its name. So there's a possibility in the near future that they will also move their website to a different address, but there will be a redirection anyway. So at the current time, the website is still under CCE. So this is where you will find all the information for either take courses before or after admission. There's also a way to test your level at the CCE. So they will. It's possible for you to find out which level would be beneficial for you to improve your French. Okay. Last question in English. I studied all my life in English. Which French exam recognized by the university should I take, and what minimum level is needed? It depends there different programs have different requirements in terms of levels. If you go to the website where all the programs are described, the admission website, if you consult the admission criteria, you will see there which tests are recognizable is required to follow the program. So there are different levels. Usually, we ask. There is a TFI test, and there's also the CERC, I think, test, which are the most used ones. And if you refer to the European levels for French, I think for most programs we require a B2 level. Some programs, for instance, I think linguistics or education will require a higher level, like a C1. But for most programs, it's B2, which is a little lower than C1. And for some programs where you have mostly research, the requirements are sometimes even lower. So just you have to consult each program. Merci beaucoup, Clément. Le temps passe vite. On en est déjà à notre dernière question dans le temps qui nous était alloué aujourd'hui. Donc, elle est pour Gloria. Abdul aimerait savoir s'il est possible de cumuler plusieurs bourses à la fois. Oui, on peut effectivement accumuler plusieurs bourses, mais à certaines conditions. Donc, c'est vraiment lié au type de bourse et à la bourse que vous postulez. Mais effectivement, on peut accumuler et à certaines conditions, à certaines limites, selon la bourse à laquelle on postule. Parfait, merci beaucoup. Donc, je crois que c'était tout le temps qui nous était alloué aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je remercie aussi tous les étudiants qui nous ont envoyé des questions. Si vous avez d'autres questions que vous voulez nous contacter l'équipe des ESP, vous pouvez visiter notre site web au esp.umontréal.ca pour avoir toutes les informations de contact de nos différentes équipes. Donc, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, merci beaucoup.